Forum de la radio Ifriqiya FM qui a décidé d'élire domicile dans cette belle et accueillante ville de Béjaïa, une ville riche de par sa culture et son histoire millénaire. Nous ne pouvions pas trouver meilleur endroit pour débattre de ce thème ô combien important, théâtre africain et langue populaire. Un forum donc qui se tient parallèlement à la 14e édition du Festival international de Béjaïa. Loin des projecteurs des capitales occidentales, il existe une scène vibrante, essentielle, qui bat au rythme des tambours et des paroles populaires. Nous faisons allusion, bien entendu, au théâtre africain. Les interventions ou les intervenants de ce matin l'ont tous souligné à un moment ou à un autre. Il existe un théâtre africain. Il existe un théâtre africain avec ses spécificités et ses codes. Pendant longtemps, la scène africaine fut dominée par la langue du colon, un héritage parfois lourd, mais aujourd'hui, un vent de liberté souffle, porté par nos langues nationales, le Wolof, le Mossi, le Swahili, le Bambara, le Yoruba, le Peul, l'arabe, le Tamazirt. Ce sont elles, ces langues du peuple, qui ont repris leur place sur les planches. Elles sont le vecteur de la mémoire, de la communion nationale et de la résistance face aux agressions. Elles sont aussi le vecteur de l'humour. C'est dans l'ombre de la colonisation que cet art, je parle du théâtre africain, est devenu une arme. Nous devons d'abord nous souvenir que le théâtre a été, dès les premières heures, un champ de bataille idéologique. Face au théâtre colonial qui cherchait à nous dépeindre sous un jour folklorique et dégradant, nos dramaturges ont élevé la voix. Ils ont ressuscité les grandes figures de la résistance, de Chaka à Samori Touré, pour affirmer notre identité, notre histoire et forger l'esprit de l'indépendance. Aujourd'hui, le théâtre en langue populaire continue ce combat, non seulement en sauvant nos cultures, mais aussi en construisant le rêve panafricain. En partageant des thèmes communs de Lagos à Dakar, il devient ce miroir qui unit l'Afrique, brisant les frontières tracées par le colonisateur. En plus d'être le gardien de l'identité et de la mémoire, le théâtre est également un outil de transformation sociale. C'est la réalité de nombreuses scènes en Afrique où le théâtre en langue populaire est au cœur de la vie communautaire. Pourquoi un succès aussi retentissant ? Tout simplement parce qu'il parle la langue de la majorité. Aujourd'hui, nous allons parler de ces acteurs qui font du théâtre une affaire de tous, un miroir franc et sans filtre de la société, un geste artistique et plus que jamais un acte de résistance identitaire. Alors, pour débattre de cette thématique extrêmement intéressante, il y a avec nous un ancien ministre qui nous vient directement du Burkina Faso. Je cite M. Abdul Karim Sango, donc ancien ministre de la Culture et des Arts du Burkina Faso. J'ai le plaisir aussi d'accueillir à ce forum M. Abdelatif Coulibaly, journaliste et également ancien ministre de la Culture. Il y a également avec nous M. Vao Saï Alphonse, ancien ministre de la Culture et présentement ambassadeur de Côte d'Ivoire. Et il y a également avec nous M. Hamma Moussa, chargé de mission auprès du chef du gouvernement du Niger. La bienvenue à vous, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Alors, ensemble, nous allons décrypter ce mouvement. Comment la langue populaire transforme-t-elle l'esthétique du théâtre ? Quels défis rencontre-t-elle face à la mondialisation ? Donc, ce sont des thèmes extrêmement importants. J'espère que nous parviendrons non pas à trouver des réponses, mais au moins des ébauches de réponses. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder la première partie de ce forum, une première partie que j'ai intitulée « Théâtre, art anticolonial et politique ». Donc, première question, si vous le voulez bien. Le théâtre a souvent été le champ de bataille idéologique contre le colon, comme je l'ai dit en présentation. Comment nos dramaturges aujourd'hui ont-ils réussi à détourner initialement un outil colonial
pour en faire un instrument d'affirmation de la dignité et de la résistance africaine ou des peuples africains. Je vous en prie, Monsieur Zango. Merci à la radio Africa, si j'ai bien... Afrique FM. Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, qui nous donne l'occasion d'échanger sur le thème de ce colloque. Je pense que la réponse première que je peux apporter à votre question, c'est que nos dramaturges, il faut inscrire leur combat dans un combat beaucoup plus global, beaucoup plus large, qui est un combat de l'affirmation de l'identité culturelle africaine. Oui. Je pense que c'est dans ce grand combat qu'ils ont frayé aussi leur chemin. Oui. Je crois que les communications de ce matin nous ont suffisamment démontré qu'il y a eu un théâtre africain avant que le colonisateur n'arrive. Oui. Il a peut-être apporté le concept, le mot théâtre, mais il se trouve que dans nos communautés, il y avait des formes d'expression qu'on pourrait qualifier de théâtre. Voilà un peu ce que je peux apporter comme réponse à votre question. Très bien. Je parle sous le contrôle de M. Koulibaly, ancien ministre de la Culture au Sénégal. Oui, merci. Monsieur Koulibaly, alors, le théâtre tel que nous le connaissons aujourd'hui, le théâtre sous sa forme moderne, a été importé en Afrique en 1930. On le situe à peu près à cette époque-là. Initialement, le théâtre des Blancs, le théâtre occidental, était fait pour nous dépeindre sous un angle folklorique, pour ne pas dire sous un angle d'être inférieur, que les colons étaient venus nous civiliser, et comment les Africains ont pu s'approprier ce théâtre-là pour en faire non pas une arme comme l'aurait voulu le colon, une arme qui aurait servi à nous soumettre, mais comme une arme de combat, une arme qui nous a permis au contraire de nous affirmer. Merci de me donner la possibilité de répondre à votre question dans le cadre de ce forum que votre radio a organisé. Je pense qu'il faut partir d'un principe. Toutes les productions culturelles africaines, que ce soit pendant la colonisation, après la colonisation et après le départ du colon, on a fait face à des pouvoirs africains. Et que la production culturelle a eu des objectifs attachés à ce que les dramaturges, les cinéastes, les écrivains ressentaient comme problématique et préoccupation par rapport à leur peuple. Que ce soit hier avec les colons, oui, ou aujourd'hui avec les gouvernants africains, le combat demeure le même, le combat de la dignité de l'homme africain et le combat pour la liberté de l'homme africain. Oui. Et entre autres, le théâtre a constitué un moment important dans l'approche que ces producteurs culturels, les penseurs, les intellectuels, les dramaturges ont utilisé comme moyen et comme mécanisme pour faire face à leurs préoccupations et dénoncer hier pendant le colon, comme aujourd'hui pendant les régimes actuels, oui, qui sont d'authentiques Africains, qui nous gouvernent. S'il faut dénoncer ce qu'il faut dénoncer, ils l'ont fait. Oui. Donc, hier comme aujourd'hui, le théâtre pouvait être conçu comme un instrument de dénonciation, un instrument de dénonciation d'une politique, oui, locale, comme hier avec le colon. Ce que je veux dire, nous avons connu une forme de représentation théâtrale particulière qui était le fait d'une importation coloniale. Oui. C'est un fait. Mais l'Afrique a toujours fait du théâtre, a toujours produit son théâtre. Et aujourd'hui, les dramaturges ont saisi beaucoup de théâtre qui avait populaire, oui, pour en faire des pièces qui sont représentées dans des théâtres modernes tels que nous l'avons connu avec l'arrivée du colonisateur. Mais je pense qu'il faut aller au-delà du colon pour parler exactement de toutes les formes de dénonciation possibles à oui, travers le théâtre comme instrument de lutte. Oui. Ça l'a été pour certains. Comme les cinéastes, comme les écrivains. Moi, j'ai produit une douzaine de livres, 14 livres,
c'est mes positions que j'affichais par rapport au gouvernement et par rapport à la raison d'être des citoyens sénégalais, leur liberté, mais également leur dignité comme citoyens. Donc je pense qu'il ne faut pas, même si nous avons parlé de théâtre ce matin, je pense qu'il y a, d'ailleurs le théâtre a été moins prégnant dans la lutte que ne l'étaient les auteurs qui ont produit beaucoup d'ouvrages et produit également des textes politiques de dénonciation hier du colon et aujourd'hui de nos gouvernants africains. Parce qu'un peu partout à travers le continent, que ce soit chez moi au Sénégal, ici en Algérie ou ailleurs, je ne peux pas dire les mêmes situations ont été répétées partout, mais quasiment, d'une certaine manière. Je crois que l'instrument le plus redoutable que les colons ont utilisé, c'est moins le théâtre que l'école. Nous avons tous été amenés à l'école française, nous avons appris la langue française, en même temps nous avons ingurgité la culture française coloniale qui a fait de nous des relais du colon, parce que les plus grands relais du colon, c'était les Africains eux-mêmes qui nous ont pris, nous ont amenés en Occident pour être formés à l'école nationale d'administration, pour venir faire la continuation du travail colonial qui est parti. L'intelligence de nos aïeux, M. Koulibaly, a consisté justement à s'approprier cette langue, à s'approprier ce théâtre occidental et ensuite à le retourner contre l'oppresseur. Oui, on est d'accord là-dessus. Et ce n'est pas mauvais d'ailleurs qu'on s'approprie cette technique-là d'information, de communication, pour le mettre au service d'une autre cause, qui est une cause pour nous beaucoup plus noble que celle de dire que nous avons droit à une liberté, nous avons droit à la démocratie dans nos États, et que nous dénoncions ceux qui aujourd'hui torpillent la démocratie et ne veulent pas une émancipation plus noble, plus juste des peuples africains. Là, c'est le théâtre comme outil de transformation sociale. Absolument. Voilà. Comme toute la production culturelle peut l'être, pas le théâtre seulement. Merci beaucoup. J'ai encore quelques petites questions à vous poser. Ne vous sauvez pas. Je vais essayer de faire vite parce que là, le soleil tape un peu trop fort. Monsieur Vaossaï Alphonse, on vient de le dire, c'est écrire en langue populaire sur l'histoire de la résistance et bien évidemment est un acte fort, c'est un acte d'engagement. Comment l'utilisation de la langue locale influence-t-elle le choix des mythes et des héros? Et qu'est-ce qu'elle permet d'exprimer que la langue de l'ancien colon ne permet pas? Parce qu'aujourd'hui, depuis ce matin, on parle beaucoup de langue populaire. On le fait par militantisme, parce qu'on se dit pourquoi parler la langue de l'autre du moment que nous avons aussi nos propres langues. Donc, en plus, l'avantage, c'est que tout le monde les parle. Donc, pour faire passer un message, il n'y a pas plus facile. Mais au-delà de cet aspect-là, nos langues, me semble-t-il, les langues africaines, ont un découpage de la réalité que les langues occidentales, et singulièrement la langue française, n'ont pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos langues à nous et qu'on ne peut pas faire finalement avec le français? Merci beaucoup et je salue la radio Ifriqiya pour cette invitation qui nous donne l'occasion de développer un peu plus les thèmes sur lesquels chacun de nous est intervenu ce matin au colloque sur langue populaire et théâtre africain. Oui. Vous avez posé le problème en termes de capacité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos langues qu'on ne peut pas ou bien qu'on ne pourrait pas avec la langue française? Permettez-moi de vous dire, mais vous, en tant qu'ambassadeur, lorsque vous êtes en Côte d'Ivoire, il y a des airs qui vous touchent dans votre langue maternelle ou dans la langue majoritaire en Côte d'Ivoire. Il y a des musiques ou des airs qui vous touchent plus profondément que des airs que vous pouvez peut-être entendre en anglais ou en français ou en russe ou en une autre langue. On est dans l'affect. Écoutez, bon, juste cette parenthèse que vous ouvrez et après je vais continuer le développement, j'ai commencé. Oui. Le lien émotionnel à une production culturelle n'est pas figé. Oui, évidemment. N'est pas figé. Je peux naître à Béjaïa et ne pas être sensible à une chanson en amazigh. Si ma culture jusqu'à cet âge s'est faite ailleurs, dans une autre culture, sur d'autres bases. Donc c'est ça, parce que quelle que soit notre origine, en tant qu'être humain, notre culture
se forme avec notre expérience de la vie. Bien sûr. Donc je peux être sensible à la musique classique, je peux être sensible à la musique arabe, à la musique amazigh, sans aucun rapport avec la musique de mon pays d'origine. Oui. Parce que j'aurais mieux apprécié, j'aurais plus longtemps fréquenté cette culture, cette musique algérienne que la mienne. Ceci dit, et je dis ça parce qu'il ne faut pas être non plus trop idéaliste par rapport à notre rapport à nos langues. Bien sûr. Nous ne sommes pas tous restés au même endroit. Nous n'avons pas tous le même rapport à notre culture d'origine. Et selon nos voyages, selon notre évolution, notre rapport change. Cela dit, ce que nous pouvons gagner ou ce que nous pouvons obtenir et faire avec une langue étrangère comme la langue française et nos langues, la question n'est pas une question de capacité. C'est l'objectif que l'on vise. Oui, oui. Lorsqu'on écrit une pièce, lorsqu'on veut atteindre un public, il est logique et naturel que lorsque je m'adresse à un public africain, je tienne compte du niveau de compréhension de ma pièce et de mes thèmes. Si je viens ici en Algérie, il est mieux indiqué, en dehors de tout militantisme, que je fasse une pièce de théâtre en arabe ou en amazigh, que de le faire dans ma langue, par exemple en baoulé ou en dioula, du simple fait que je suis de Côte d'Ivoire. Vous voyez. Donc, si vous voulez faire passer le message, effectivement, il faudra le faire en arabe ou en amazigh. Mais cela explique pourquoi les premiers écrivains, les premiers dramaturges africains qui ont dénoncé la colonisation, ils ont écrit des pièces de théâtre en français. Exact. Parce qu'ils voulaient s'adresser à l'opinion française. Ce qui a fait la différence. Ils l'ont bien fait en plus. Ce qui a fait la différence, c'est que là où les critiques français s'attendaient à ce que nos écrivains soient des villes et serviles émules des écrivains français, ils ont pris une base originale, différente. C'est pour ça que ce matin j'ai cité Senghor qui a dit « Quand les Lamentins vont boire, ils vont à la source ». Et la source pour les Africains, qu'ils aient vécu longtemps en France ou pas, la source c'est l'Afrique. Et c'est donc en Afrique, dans les cultures africaines, dans les langues africaines, qu'ils ont puisé pour créer une forme de théâtre différente de celle de Molière et autres dramaturges européens, même s'ils parlaient la même langue, mais ils ont créé un théâtre totalement différent. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Très bien, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Je termine le tour de table avec Monsieur Hamma. Monsieur Hamma, le succès du théâtre, il faut le reconnaître, le théâtre populaire en Afrique a eu ses moments de gloire, ses moments de succès. Ici en Algérie, le théâtre populaire a connu ses titres de gloire, a connu son succès surtout durant les années 70, les années 80, 90 même. On a eu l'un des fondateurs du théâtre populaire, tout le monde le connaît, c'est l'immense écrivain, le grand dramaturge Kateb Yassine. Il y a également quelqu'un avec nous aussi, Slimane Ben Aissa, qui est aussi connu. En Afrique aussi, je suppose que le théâtre au Sénégal, avec Bédié en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo aussi. Donc le succès du théâtre en langue populaire vient de sa capacité à parler directement au peuple. Concrètement, comment la mise en scène et le jeu changent-ils lorsqu'on utilise une langue comme le bambara ou le swahili? Y a-t-il une esthétique populaire africaine qui émerge grâce à ces langues? Merci beaucoup de me donner cette opportunité, la radio Ifriqiya. Je remercie aussi l'auditoire. Donc moi, je commencerai d'abord, avant de peindre par rapport au théâtre populaire, pour vous dire que dans les traditions orales qu'on avait écoutées, déjà au temps, avant même la colonisation, au niveau de la cour de roi, il y avait des acteurs qui présentaient des scènes de théâtre pour pouvoir un peu amuser la galerie et puis des interprètes. Maintenant, en ce qui concerne le théâtre populaire, c'est vrai, on a imité les Occidentaux, le fait d'être comme eux ou bien de présenter ce qu'ils veulent, comme c'est dans les cas de ce qu'on peut
l'assimiler ou bien, je ne sais pas, comparer la littérature engagée. Donc, on sait qu'à un certain moment, nos écrivains vantaient beaucoup l'Occident, mais après, il y a certains qui ne sont pas des engagés, mais ils racontaient vraiment le vécu des Africains avant, parce qu'on expliquait tout. Et le théâtre aussi a suivi le même cheminement. Oui. Il y avait vraiment des dramaturges africains qui faisaient l'éloge, qui faisaient le théâtre selon. Mais des années après, les gens ont compris que les gens ne suivaient pas en fait. Les générations ne suivaient pas. Il fallait revenir à la ressource pour montrer qu'effectivement, on avait le théâtre avant. Oui. Avant même la colonisation. Oui, oui, bien sûr. Oui, et je disais ce matin, c'est que beaucoup d'écrivains comme Abdoulatif, ils ont écrit, mais les gens avaient du mal à suivre ou bien à lire. Mais quand c'est une pièce de théâtre, c'est très simple de visionner et tout de suite comprendre les choses. Je prends un exemple, je ne sais pas, c'est pas de théâtre, mais c'est pas un acteur, mais Félag. Aujourd'hui, tout de suite, quand vous suivez, même si c'est 1 minute, 2 minutes, vous allez comprendre un peu la vie sociale, la vie économique, la vie de développement en Algérie. Oui. Au lieu de partir lire des livres de Kateb ou bien, je ne sais pas, d'autres écrivains. Donc, pour vous dire que le théâtre a sa place, et en utilisant la langue, c'est ça qui est important. Donc, le fait de montrer qu'effectivement, il y avait ça, donc c'est les langues-là qui ont fait en sorte que, pour montrer que le théâtre existait avant même d'adopter les Français comme thème. Et aujourd'hui, quand je prends le cas, une pièce de théâtre animée en langue nationale comme Peul, Germain ou bien Hausa ou bien Bambara ou bien Swahili, tout de suite ça capte parce que tu vas dire que ça, il est en train d'expliquer le vécu de la population au lieu qu'on assimile ça aux colons. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci beaucoup, monsieur Moussa Hama. Je rappelle que vous êtes envoyé, chargé de mission auprès du gouvernement du Niger. Oui. Tu veux que je te laisse faire un petit tour de table ? Moi, j'aimerais rajouter quelque chose d'assez important parce que pour comprendre le théâtre africain, je pense qu'il y a lieu de revenir sur l'origine parce que tous les spécialistes du théâtre africain, de la littérature africaine, disent que l'origine du théâtre est africain, donc est africaine plutôt. Pourquoi ? Parce que le théâtre tel qu'il est envisagé par l'Occident, la France, l'Angleterre et l'Italie d'une manière générale, tire son origine de la Grèce antique, du 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est le siècle de Périclès, de l'avènement de la démocratie. Et c'était important parce que à travers l'institution de la tragédie, donc Tragodia, jusque-là c'était un bouc qu'on sacrifiait en l'honneur des dieux. Là, on ramène le rituel sur la scène pour en faire donc des joutes, vraiment des joutes culturelles. Mais en Afrique, le jeu c'est-à-dire le drame, parce que les spécialistes récusent le terme de théâtre. Le théâtre, au sens étymologique, veut dire contempler, visionner. Et tout le problème est là, parce que chez les Grecs, il y a un rapport exotérique par rapport au public, donc par rapport au spectateur. Il n'y a pas de théâtre il n'y a pas de représentation sans public. Mais en Afrique, il y a un rapport ésotérique. Je m'explique. Exotérique, c'est-à-dire, c'est un théâtre, un spectacle ouvert à tout le monde. À Athènes, à l'époque, donc au IVe siècle, tout le monde était invité. Même les gens qui ne pouvaient pas se payer leur place, on faisait en sorte à ce qu'elle ait réuni leur argent pour pouvoir assister à ces joutes sur le flanc de l'Acropole. Par contre, en Afrique,
ésotérique parce que c'était une représentation uniquement destinée aux initiés. Je pense par exemple aux scènes, aux rituels des forêts sacrées. C'est pas tout le monde la tribu n'est pas invitée. Il n'y a que les initiés, ceux qui ont au préalable reçu la formation initiatique. Je pense par exemple au Tchad, on parle du Mamnan. Le Mamnan, j'ai lu un spécialiste du théâtre rapporter quelque chose d'extraordinaire parce que même dans le jeu, l'acteur africain, donc dans une représentation telle que le Mamnan, qui est un rituel, un rituel de mort, eh bien, toute l'après-midi, il y a des gens qui se relaient sur la scène. Par exemple, un forgeron, il vient jouer le forgeron si le défunt était forgeron. L'autre, s'il était un excellent chasseur, il vient jouer le chasseur. Donc, il y a un phénomène d'incarnation dans le rôle. Or, dans le théâtre grec, il y a un acteur dont l'identité est empruntée. C'est-à-dire, il ne joue pas pour... D'ailleurs, on se couvre derrière le masque. Par exemple, Antigone, la fameuse pièce la plus connue, donc l'une des pièces les plus connues du théâtre grec, l'acteur qui joue Antigone, c'est un homme. Parce que le jeu était interdit aux femmes. Or, en Afrique, on utilise le même masque. Parce que le masque, comme objet théâtral d'origine africaine, avant qu'il ne soit adopté par les Grecs, mais chez les Africains, le masque n'a pas la même fonction. Donc, je rappelle ces quelques exemples pour dire simplement que le théâtre est, dans le sens dramatique du terme, c'est-à-dire dans le sens d'un jeu, d'un travail porteur, d'une question profonde, d'une question humaine, d'une question sociale, d'une question philosophique, c'est souvent le cas en Afrique d'ailleurs. Dans ce sens-là, le théâtre était déjà en Afrique avant même la colonisation. Alors, la colonisation arrive avec des termes techniques, acteurs, actants, théâtre, scène. D'ailleurs, même, des mots. J'ai repris cette liste des mots techniques qu'on retrouve dans la tragédie grecque. Donc, la plupart de ces termes sont d'origine grecque. Et je pense que même les premiers écrivains, tels que Bernard Dadier en Côte d'Ivoire, quand il met en scène, d'ailleurs malheureusement on a perdu la pièce, Les Villes, c'est l'une des premières pièces théâtrales de la Côte d'Ivoire, dont on a perdu le manuscrit, mais il l'a joué dans les langues locales. Parce que le théâtre, comme moyen, tel que disait Césaire, un art fidèle, pas dans le sens de repli sur soi-même, mais dans le sens de l'ouverture sur les autres, tout en respectant l'héritage des ancêtres et la culture africaine. Je pense que mon ami... Par contre, j'ai une question pour monsieur Abdoulkarim Sango. Je rappelle qu'il a été ministre de la Culture du Burkina Faso. Monsieur Sango, je vous pose la question parce que je sais que vous êtes sankariste, que vous l'avez été, ou du moins cet idéal vous habite toujours. Je sais que vous êtes panafricaniste. Est-ce que selon vous, le rêve panafricain passe aussi par la culture, et comment, selon vous, qui avez été ministre de la Culture, le théâtre en langue populaire peut-il briser les frontières coloniales et créer un dialogue, par exemple, entre le théâtre, par exemple, ouest-africain, le théâtre nord-africain, le théâtre est-africain? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, avec le théâtre, de façon simple, de rassembler les peuples et de les faire communiquer entre eux? Je voudrais préciser que je ne suis pas un sankariste. Dommage. Je n'aime pas les mots en isme et autres là.
avec des fortes connotations idéologiques qui divisent trop les gens. Je l'ai pensé mais chez nous, vous avez longuement parlé de Sankara ce matin. Non, oui, moi je suis un sankarien. Un Voilà. sankarien, Mais voilà. pas un sankariste, parce que, mais je ferme la parenthèse. C'est une subtilité qui est importante. Voilà. Alors, je pense que l'utilisation des langues populaires dans le théâtre peut effectivement contribuer à briser les frontières, peut contribuer, je l'ai dit ce matin, à une meilleure intégration des peuples africains. N'oublions pas que Cheikh Anta Diop, dans ses travaux, a démontré une sorte de parenté linguistique entre les principales langues africaines. Oui. Je pense que l'utilisation des langues déjà au sein des États permet déjà de briser un certain nombre de frontières à l'intérieur, parce qu'il faut déjà casser les frontières entre nos ethnies pour casser les frontières entre les États. Je pense que lorsque vous êtes un Burkinabé, vous regardez une scène de théâtre, d'ailleurs ça a été dit ce matin, même quand vous ne comprenez pas la langue, vous entendez le message. Et ce qui est intéressant, c'est que nos réalités sont quasiment les mêmes. Oui. Vous découvrez que, au-delà des frontières, nous sommes un seul peuple. Et de ce point de vue, oui, je crois qu'il faut mettre l'accent. Peut-être qu'il faut partir de l'africanité pour espérer l'émergence, effectivement, d'une langue partagée par. Là, j'invite les linguistes africains. Oui. Il faut qu'ils nous aident à développer une sorte de langue qui va traverser nos frontières. Là, il ne s'agit pas de diaboliser les langues européennes, bien au contraire, nous n'avons absolument rien contre les langues européennes. Mais là, j'abonde un peu je rajoute de l'eau à votre moulin. Si en Afrique, nous voulons qu'un jour, nous puissions nous comprendre tous tout autant que nous sommes, il va falloir qu'on adopte aussi une ou deux ou trois langues communes qui seraient africaines. Absolument. Parce que là, avec 3000 ou 4000 langues, il sera impossible de nous comprendre entre nous. Donc il faudra qu'on choisisse une langue africaine aussi pour le faire. Absolument. Hein. J'observe que lorsque vous traversez l'Europe, par exemple, ils font l'effort de tous s'exprimer aujourd'hui en anglais. Oui. Voilà, ils essaient de partager ça. Hein. Mais je pense que, au-delà des politiques, c'est un travail peut-être auquel on n'a pas réfléchi, mais je lance l'idée à partir d'Alger, parce que l'Algérie est un pays à partir duquel on lance beaucoup de bonnes idées. Oui. Je pense que les linguistes africains doivent nous aider. Ouais. Je ne parlerai pas d'une langue, ce serait peut-être trop idéaliste, mais il faut qu'on ait une langue ou deux langues avec lesquelles on peut... Déjà en Afrique de l'Ouest, il y a le Djoula, par exemple, qui traverse quasiment toutes nos frontières. Il faut faire le travail. Voilà. Et je pense que nous avons une fenêtre d'opportunité. Encore une fois, j'ai dit le basculement de ce monde qu'on est en train d'observer est une très bonne chose. Et puis, il n'y a pas à se plaindre qu'on ne veut pas parler la langue des autres. C'est pas mauvais. Nous devons plutôt... voilà. Absolument, parce que là, nous n'avons pas... L'idée, ce n'est pas d'avoir une approche conflictuelle des langues. Tout à fait. Ici, nous faisons le plaidoyer des langues populaires tout simplement parce que nous avons compris quel était aussi le véhicule d'une culture africaine qui risquerait de disparaître. Absolument. Et de conduire d'aggraver notre aliénation. Absolument. C'est uniquement dans ce sens-là que l'on fait le plaidoyer de ces langues populaires, me semble-t-il. Tout à fait. Je crois qu'on se comprend parfaitement. Voilà. Alors, une dernière question. Je sais que M. Koulibaly souffre beaucoup. Il a le soleil en face des yeux. Je ne voudrais pas abuser de la gentillesse de tous les invités, particulièrement de votre gentillesse. Vous êtes celui qui... Très bien. Alors, comme je sais que non seulement vous avez un profil de politique, mais aussi vous êtes un homme de terrain,
Et donc j'ai une question qui est en principe conçue pour vous. En Afrique de l'Ouest, M. Koulibaly, notamment au Sénégal et au Mali, le théâtre est intrinsèquement lié à la tradition orale, griot, conte. Comment le passage aux langues populaires sur la scène a-t-il permis de récupérer, on parlait de mémoire, etc., un héritage précolonial des figures de résistance comme le Lat Dior ou le Samori Touré et le rendre accessible au-delà des élites francophones? Je souhaiterais mettre une réserve par rapport à l'expression le passage. Oui. Il n'y a jamais eu de rupture. Les gens ils se sont exprimés dans la production culturelle, théâtre et autres, dans la langue populaire chez nous et en Afrique de l'Ouest en particulier. Il ne faut pas lier l'expression culturelle et la production culturelle à l'arrivée du colon. Qu'il soit là ou qu'il n'ait pas été là, les gens se sont toujours exprimés. Moi, jeune villageois, j'habitais dans un petit village où les cérémonies agricoles, Oui. s'il y avait des travaux champêtres à réaliser, d'envergure, le village se reconstitue autrement pour inciter les gens à aller faire le labeur comme il se doit. Et c'était des séances théâtrales, complètement théâtrales, où chacun jouait un rôle particulier, le griot, les grands laboureurs du village, de même leur famille, se réunissaient dans des séances assez spectaculaires où c'était une représentation théâtrale. Et ça a toujours existé, et ça a préexisté même à l'état colonial, comme je veux dire. Mais les langues populaires, je pense qu'il faut les analyser en termes d'efficacité. Quand vous voulez transmettre un message, quand vous voulez faire une communication, la meilleure des façons, c'est d'utiliser la langue dans laquelle les gens à qui vous adressez comprennent cette langue-là. Autrement, vous perdez votre temps. Voilà. Donc, la capacité de dire les choses dans le fond de ce que vous voulez exprimer, le meilleur véhicule, c'est les langues populaires ou les langues nationales, comme on les appelle. C'est pour se démarquer d'ailleurs de ce qu'on disait les langues vernaculaires, parce que ça, c'était le vocabulaire du colon. Les langues populaires, ça renvoyait à quelque chose également de banal. Les gens parlent de langue nationale. C'est des langues qui sont parlées par une nation et qui organisent la cohésion nationale et constituent le véhicule essentiel à partir duquel s'organise une nation. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, je n'ai pas senti de passage. Par contre, il y a arrivé de nouveaux éléments sur la scène théâtrale. L'arrivée du colon, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, et notre ami l'a également dit avec beaucoup de brio en parlant du théâtre grec, du théâtre athénien, etc. Je suis d'accord. Mais je me pose toujours la question de savoir, il faut le faire du point de vue conceptuel. On va toujours faire les comparaisons dans les périodes. Mais l'essentiel, c'est que de considérer que le théâtre, en utilisant les langues locales que nous connaissons, que nous maîtrisons, dans lesquelles on est capable de faire plus de production et de création, parce que ça aussi c'est ça, en matière de communication, sont fondamentales de ce point de vue-là. Je disais ce matin quelque chose qui est essentiel. Dans les années 70, fin 70, 80, jusqu'en 2000 quasiment, tous les téléfilms, séries qui passaient à la télévision nationale, c'était des téléfilms et des séries qui nous venaient d'Amérique latine, qui nous venaient d'Inde, qui nous venaient des États-Unis, Dynastie, Dallas, etc. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de les voir à la télévision sénégalaise. Toutes les séries télévisuelles qui passent à Dakar sont faites en langue nationale et particulièrement dans le Wolof. Le Wolof qui est une langue unificatrice parce que 80% des Sénégalais comprennent et peut-être même plus de 70% la parlent, cette langue. Donc, de ce point de vue-là, je pense que les analyses du point de vue conceptuel, c'est important. Mais moi, je suis un pragmatique. Peut-être c'est ça que j'ai pris des anglo-saxons où j'ai fait mes études supérieures. Ils règlent le problème de façon opérationnelle et pratique. Cette question-là, aujourd'hui, c'est une question de communication fondamentalement. Le théâtre, c'est un moyen pour communiquer, s'adresser à une population, pour défendre une cause ou promouvoir une cause. Que ça soit le théâtre ou autre chose, il faut considérer quel est le véhicule le plus efficace pour atteindre les masses. C'est ça. C'est les langues populaires, comme on dit. On y va avec ces langues populaires. Que l'Afrique est un théâtre ou qu'il n'est pas un théâtre, peu importe aujourd'hui.
Ouais. Parce que nous avons notre terre à nous, que nous héritons à la fois de notre passé Bien sûr. et de la colonisation qui est arrivée après, qui a passé 3 siècles chez nous. Nous sommes une composante, d'une manière ou d'une autre, de l'État colonial. C'est ça. Je ne peux pas m'en départir comme ça. Je suis là, je ne parle pas Wolof. Si je parle Wolof, vous allez me comprendre. Je peux m'adresser à vous parce que j'utilise le français. Ouais. C'est une langue pratique pour moi. C'est une langue qui me permet de véhiculer mes pensées et de dire ce que je pense aujourd'hui en arabe. Je ne peux pas le dire. Mais il y a une langue qui est une chance pour moi, quelque part. Mais je n'en fais pas par ailleurs. Je ne prends pas comme une chose essentielle dans ma vie. Elle m'est utile et je l'utilise. Quand je vais aux Nations Unies, quand je vais dans une conférence internationale, je parle français. Je n'ai pas une question idéologique par rapport au français, ni par rapport à l'arabe ou par rapport à autre. Voilà, l'arabe, il est parlé aux Nations Unies, le Wolof n'y est pas. Moi, je suis malinké d'origine. Ouais. Je suis un Koulibaly, donc malinké d'origine. Je ne peux pas parler en malinké quand je vais aux Nations Unies. Je pourrais parler en swahili. Mais nous avons une langue africaine. Le swahili est parlé par plus de 80% des Africains aujourd'hui. En Afrique de l'Est surtout. En Afrique de l'Est, mais ça se parle aussi même au-delà de l'Afrique de l'Est. Ouais. C'est la vérité. Oui, ça se rapproche. Je me demande toujours quelle est la finalité d'une recherche d'une langue pour toute l'Afrique. L'Europe, c'est 27 nations. Aucune nation ne parle la même langue que l'autre. Ouais. Celle qui était dedans est sortie de l'Angleterre. Ils utilisent des langues différentes, mais ils communiquent entre eux. Et l'essentiel, c'est de communiquer, de dire ce qu'ils ont envie de dire. Et ils coopèrent. Ouais. Ils coopèrent très bien. Il y a un marché des langues. Ah ben voilà, Voilà. le marché des langues. Il y a un marché des langues. Il faut y aller comme tout le monde, sans calculer. Il y a des questions idéologiques, malheureusement, qui nous prennent trop. On est fiers de notre langue. Bah, je vais parler Wolof, ça s'adresse à qui? À personne, sinon aux Sénégalais. Et aux Gambiens, ça s'arrête là-bas. Vous avez parlé le Malinké, le Djoula, ça s'adresse à qui? Il faut qu'on arrête. Excusez-moi de dire ça. Non, je vous en prie, mais c'est intéressant parce que là, nous sommes confrontés à une réalité. Il faut qu'on parle de cette réalité. Justement, j'ai une question pour vous, ambassadeur. Je sais que vous êtes aussi pragmatique que nous, aussi réaliste que nous. Il y a une question toute simple que j'aimerais vous poser avant de céder la parole au public. S'il y a éventuellement quelqu'un qui aimerait prendre la parole pour poser une question, c'est... alors depuis ce matin, on débat des langues populaires, de l'importance des langues populaires. Tout le monde en convient, c'est important, c'est identitaire, etc. Mais à quel défi, justement, ces langues populaires sont-elles confrontées aujourd'hui pour qu'on en fasse réellement des vecteurs de transmission de culture, de savoir, pour qu'on puisse monétiser, comme en parlait ce matin M. Koulibaly. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Alors, moi, vous avez parlé des défis pour les langues. On les appelle populaires pour se faire comprendre, pour les langues locales, pour les langues africaines, nationales, etc. Je pense qu'on peut identifier au moins 3 défis. Peut-être qu'il y en a plus, mais au moins 3 défis. Et à mon sens, le premier défi, il est d'ordre politique. Je disais tout à l'heure en discutant avec des amis que nos États sont des États. Ce n'est pas parce qu'ils sont africains ou en Afrique qu'ils ne sont pas des États. Or, un État, il défend d'abord ses intérêts. Et parmi ses intérêts, il y a sa langue. Bien sûr. Donc, il ne faut pas s'attendre qu'au nom de l'unité africaine, etc., quelqu'un veuille sacrifier la raison pour laquelle il entretient une armée, il entretient une école, Donc, c'est la première chose. Il faut donc qu'au plan politique, il y ait une volonté partagée d'être en communication avec les autres. L'exemple que vous avez donné tout à l'heure pour l'Europe est édifiant. Bien sûr. C'est une volonté politique qui a dit, nous avons 28 langues, mais nous sommes, chaque État, pouvons avoir des intérêts communs. Et en mettant leurs intérêts ensemble, ils ont montré qu'ils pouvaient fonctionner avec 21 langues. Voilà, c'est ça. Oui. Et ça marche bien. Oui. Donc, il faut qu'au plan politique, les États africains arrivent à désigner un objectif suffisamment grand qui dépasse les intérêts de nos différents États. Le deuxième défi, je l'ai dit, c'est économique. Quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est celui qui a
plus que l'autre C'est dont vrai. dont la langue évolue. Bah oui, c'est pas par hasard si beaucoup de pays de notre continent commencent à apprendre le chinois ou le Oui, sud-coréen, par c'est exemple. ça. Parce que enfin, quand une femme va au marché, elle aimerait bien Absolument. pouvoir s'adresser C'est un à la marché. vendeuse dans Exact. sa langue pour qu'elle diminue le prix de son produit. C'est ça. C'est même dans la vie quotidienne, on le constate. Pourquoi tous les États européens, ensemble, choisissent la langue d'un pays qui n'est même plus membre de l'Union européenne? Ouais, Parce qu'au-delà, il y a l'Amérique. exact. Parce qu'au-delà, il y a l'Amérique. Si nous ne pouvons pas avoir une Amérique dont la langue va s'imposer à nous, il faut que nous tous, États africains, nous puissions avoir une puissance économique équivalente à celle des États-Unis. Ouais. Et vous allez voir, la langue africaine va naître d'elle-même. C'est vrai. Soit celle de l'un d'entre nous parce qu'elle est le plus fort, soit de 2, 3, 4, 5 d'entre nous parce que leur conjonction, leur puissance peut nous... Le troisième défi, à mon avis, il est d'ordre, peut-être, je prêche pour ma capitale, il est d'ordre diplomatique. Nous sommes dans des relations trop formelles entre les États. On parle d'une même langue. Mais si vous comptez le nombre de pays entre lesquels il faut un visa pour aller de l'un à l'autre, vous êtes étonné d'abord du discours que nous avons. Si des contraintes administratives, diplomatiques séparent nos peuples les uns des autres, comment voulez-vous qu'on apprenne les langues les uns des autres? Mais parfois, les sociétés sont en avance par rapport aux États. Mais bien sûr. Oui. Vous avez donné l'exemple de l'homme. Ils ont créé un passeport commun entre 28 États. Oui. Combien d'États africains? Vous ne pouvez pas compter plus de 2 États africains qui ont un même passeport. Oui. On parle beaucoup de panafricanisme, mais non, bon, les frontières sont toujours et là. c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas être trop idéaliste. Oui. Il ne faut pas être naïf. Faut pas être naïf. Tant que nous nous contentons des considérations d'autres culturelles, c'est très important, mais que pour que la culture soit une force, c'est la force économique, politique et diplomatique des nations, des États qui brisent les frontières et qui mettent les populations, les peuples en contact pour faire un même peuple africain. Mais rien ne nous empêche en parallèle, Excellence, de penser et de réfléchir à mettre en place aussi des industries culturelles comme il en existe partout ailleurs, parce que ça fait gagner beaucoup d'argent aussi. Je suis d'accord, mais une industrie culturelle sans une unité, sans un même objectif politique, vous créez c'est comme une usine à laquelle on ne donne pas de matières premières. Absolument. Elle vous aura coûté cher en installation, en entretien, mais si vous ne mettez pas de matières premières pour qu'elle transporte, ça ne servira à rien. Donc les industries culturelles viennent promouvoir, transformer une matière culturelle qui a besoin d'être constituée par enlevant les défis qui se posent encore. C'est un sujet à lui tout seul, hein, absolument, les industries culturelles en Afrique. C'est ce que je voulais dire. Intéressant. En tout cas, merci encore de nous donner l'occasion de partager nos avis avec vos auditeurs. Merci de nous avoir fait l'honneur de venir et d'accepter notre invitation. S'il y a quelqu'un parmi l'assistance qui aimerait poser une question, rapprochez-vous, présentez-vous. Vous êtes le bienvenu d'avance. Alors, comme nous sommes des hommes et des femmes de culture, effectivement, le sujet nous intéresse. D'abord, félicitations à votre radio panafricaine. Merci. Parce que ça met en valeur, effectivement, ce que le potentiel sur le plan culturel et linguistique de l'Afrique, ce qui est très important. Moi, mon intervention va se situer à 3 niveaux, peut-être assortis de questions. La première intervention ou la première préoccupation, j'ai entendu cela ici, sur cette chaîne, où on parle de culture africaine. Il existe, à mon entendement, une civilisation africaine, mais il existe des cultures africaines. Entièrement d'accord. Donc, si nous allons dans le sens de la néantisation des cultures pour voir émerger une culture typiquement africaine, nous ne ferons pas mieux que le colonisateur. C'est le colonisateur qui avait l'habitude de dire en Afrique on, et qui généralise. Donc, si nous sommes d'accord à ce sujet, je peux passer certainement à la seconde préoccupation. Parlant notamment des formes de théâtralisation. Et je suis tout à fait d'avis avec l'expert qui a parlé. Il faut plutôt aller dans le sens des formes de dramatisation.
Parce que vous voyez, théâtralisation, ça fait un peu folklorique. Quand on dit, en Afrique, il y avait des expressions théâtralisées, ça fait un peu folklorique. Par exemple, le rituel d'intronisation d'un chef ou d'un roi, ça suit une forme de dramatisation, avec tous les éléments qui vont avec. Mais aussi, oui, ce n'est pas nécessairement péjoratif. Non, parce que j'ai travaillé sur la question et j'ai fait des travaux de recherche sur la question. C'est l'Occident, en effet, à travers la tragoïdia, le chant du bouc, dont il vient de parler, c'est-à-dire la tragédie grecque, mais aussi la commedia dell'arte à l'italienne. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des scènes à l'italienne. Et aussi, bien sûr, le drame shakespearien. C'est ça qui nous... Oui. Pour les Italiens, ils ont une forme de théâtralisation un petit peu particulière, qui n'est pas grecque, qui n'est pas anglaise et qui n'est pas africaine. On l'appelle dans le jargon italien l'ambiente. Donc c'est une forme d'ambiance qui n'est pas la même que celle d'une intronisation, qui n'est pas la même de celle d'une scène de la chasse, d'une scène de semaille, d'une scène de labour. Parce qu'en Afrique, c'est toute l'action quotidienne qui est théâtralisée à l'origine. Je ne parle pas de l'Afrique. Non, je vous comprends. C'est pourquoi j'ai parlé de drame shakespearien. Chez les Italiens, contrairement au drame shakespearien, parce que ça relève toujours d'une interrogation philosophique, chez les Italiens, c'est une forme de vie harmonieuse avec l'espace de chaque individu. Naturellement, et c'est venu à la Renaissance, à partir du 14e, 15e siècle. Donc, c'est avec Goldoni. Oui, mais moi je parle précisément de drame shakespearien. C'est pour dire qu'il est à la fois dramaturge, mais aussi metteur en scène. Parfois, il faut faire la différence entre le jeu théâtral et ce qui relève de la dramaturgie. Juste pour revenir en Afrique, c'est pour dire, pour que peut-être vos téléspectateurs et je ne sais pas moi, si on dit ça va passer aussi à l'écrit, pour qu'ils comprennent que cette forme de dramatisation a suivi une évolution. Depuis l'époque coloniale, une forme de dramatisation d'abord qui a consisté en l'affirmation de l'identité culturelle, et ensuite une forme de dramatisation qui a consisté en la contestation, c'est-à-dire des indépendances factices. Oui. Une troisième forme de dramatisation qui a consisté en réalité à une dramatisation existentialiste du genre de Camus, l'absurde, avec les coups d'État des années 65 jusqu'en 80, vers la fin des années 90, et enfin une forme de dramatisation de la Renaissance. C'est ça, c'est-à-dire que quand on veut catégoriser et comprendre, et pour entrer dans le troisième sujet, c'est la question des langues. Effectivement, si l'on décide d'adopter les langues populaires, c'est-à-dire on décide de populariser le théâtre à travers la langue, tout en sachant que la langue est le moteur d'une culture, cela veut dire qu'il faut songer également non seulement à rapprocher ce théâtre-là du grand public qui consomme, il faut créer un marché de consommation. C'est pourquoi je suis tout à fait d'accord avec l'ambassadeur. Les industries culturelles et créatives en la matière devraient avoir droit de citer. C'est pourquoi, par exemple, au Burkina Faso, on a le théâtre qui investit la rue, qui investit les cours, etc. C'est une forme d'espace dénucléarisé, ce qu'on appelle espace topique et hétérotopique en matière de théâtre. La rue au Burkina Faso, j'y ai été plusieurs fois, oui. La rue devient scène. Tout à fait. C'est valable pour le cinéma, pour la presse, etc. Voilà, tout à fait. C'est toute l'Afrique qui devient scène. Tout à fait. Et je rajoute, tout espace peut être théâtralisé. C'est pourquoi que l'appel de Ngugi Wa-Thiong'o de 1967, oui, Ngugi Wa-Thiong'o, oui, où il avait invité l'ensemble des Africains, les cinéastes, les écrivains, les dramaturges, à revenir aux langues africaines pour y produire donc du théâtre. Il a commencé lui-même par produire donc 2 pièces importantes
l'une de thématique sociale et l'autre de résistance. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de produire dans ces langues africaines. Tout le monde est d'accord sur cette nécessité. Merci. Oui, voilà. Merci, Merci beaucoup. Chers amis, nous venons à la fin de ce forum. Merci à nos invités. Merci d'avoir eu la gentillesse de supporter d'abord le climat. Il a fait extrêmement chaud. Il faut être courageux pour accepter un débat sous le soleil de plomb qu'on a enduré pendant près d'une heure. Merci infiniment à vous. Merci à vous, cher public, d'avoir été là. J'espère vous retrouver une autre fois pour un nouveau forum avec une nouvelle thématique. Merci à vous. Au plaisir. Au revoir. Merci. Merci.